Ici Karine Godin. Dans cette nouvelle saison, je vous raconte l'histoire d'un groupe qui a connu une croissance fulgurante dans le Québec des années 90. Le mouvement raélien. Fidèles sous emprise, en exclusivité sur Radio-Canada Audio. Nous sommes le jeudi 23 avril. Voici à la une. Bonjour, bon jeudi, bienvenue à l'émission, bienvenue à cette nouvelle édition d'À la Une. Ici Mathieu Bellumeur au microphone. J'espère que vous allez bien. Merci d'être avec nous en ce début de journée. On va revenir ensemble avec ma collègue Catherine Dib qui remplace Jean-Philippe Robillard aujourd'hui sur ces discussions entre le Canada et les États-Unis pour le renouvellement de cet accord Canada-États-Unis-Mexique qui arrive à échéance, qui arrive à terme, qui se termine en juillet, le 1er juillet prochain. Ceci dit, une fois que ce sera terminé, les règles continuent de s'appliquer, mais on sait qu'il y a une renégociation en cours. Et ce qu'on apprenait hier de nos collègues à la colline du Parlement à Ottawa, c'est qu'il y a des demandes, une espèce de prix d'entrée de la part des États-Unis. On demande au Canada de faire certaines concessions. Entre autres, on a parlé hier de remettre l'alcool en provenance des États-Unis sur les tablettes des magasins, entre autres au Québec et en Ontario, pour que les discussions puissent se poursuivre. Ça a beaucoup fait réagir hier sur le plan politique. Le secrétaire américain Howard Lutnick a également réagi, secrétaire au commerce, et donc on va revenir là-dessus avec Catherine Dib un peu plus tard à l'émission. Mes collègues autour de la table, collaborateurs sont déjà installés. Julie-Jasmine Boudreau, Olivier Pellerin et Véronique Méran. Bonjour à vous trois. Bonjour. Au culturel, on va se parler ensemble, Julie-Jasmine, entre autres, un peu plus tard à l'émission, de cette installation qui a beaucoup fait jaser au centre-ville de Toronto. Vous nous en parliez hier. Ces immenses blocs de glace. Finalement, on n'a pas attendu que la météo fasse fondre la glace. On a arrosé la glace pour qu'elle fonde. On a sorti les gros jets. Oui. C'est mon dossier de la semaine, Mathieu. Donc, oui, les pompiers ont dû intervenir et ça fait des mécontents. Imaginez, il y a un bout du quartier, en fait, qui a connu une panne d'eau à cause de ça, je vous le jure. Alors, les critiques ont été nombreuses. Qui va payer en cette journée de la Terre, en plus de ce beau gaspillage d'eau? Bref, là, en tout cas, c'est en train de fondre en partie et en tout avec, justement, cet apport d'eau. Tout ça pour avoir une date de lancement d'un album de l'artiste Drake. C'est le plus absurde, je dirais. on va y revenir tantôt. Oui, parce que Véronique, il faisait quand même assez chaud à Toronto. Chaud à Toronto, oui. Mais pas de pluie. Puis à un moment donné, il y avait tellement de glace que ça fond pas si vite que ça non plus. Un peu, un peu. Mais ceci dit, le temps doux pour bien les régions se poursuit, là. Oui, une séquence agréable quand même, assez tranquille côté météo. Bon, il y a encore un petit mélange pluie-neige pour certains secteurs de l'Est du Québec. Même ce matin, là, l'Estrie en secteur montagneux, il peut rester quelques petites gouttelettes. Ce sera un petit peu plus nuageux vers l'Estrie et Québec aujourd'hui, mais sinon, dans l'ensemble, pour les régions sud, centre, c'est une belle journée. Les températures oscilleront entre 11 et 13 degrés. Sensiblement le même scénario demain. On maintient le même mercure. En fin de semaine aussi, week-end agréable et printanier. Un petit peu plus de nuages quand même samedi après-midi. Dimanche, on a une faible probabilité d'averse dans la nuit de samedi à dimanche et tôt dimanche matin. Ce sera un peu plus variable, mais les températures de week-end, c'est du 13 à 15 sur le sud, 15 à 17 dimanche. Quand on parle du sud, là, ça va jusqu'à Québec, assurément. Ça englobe la région de l'Outaouais. L'Est du Québec aussi, ça va s'améliorer. Mais disons qu'il y a un creux un petit peu plus persistant de ce côté-là. Il y aura un nuagement du côté de l'Abitibi aujourd'hui, mais tout de même un maximum de 7. Les averses de pluie, de neige fondante se poursuivent vers le Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, mais on est très près du zéro. Le maximum, c'est quand même 3 aujourd'hui. 7, 8 degrés. Demain, il y aura des percées de soleil là-dedans. La Gaspésie, la Côte-Nord, ça se passe plutôt sous un ciel variable, mais quand même 5, 6 degrés. C'est une bonne chose. On parlait de Toronto, quand même 18 aujourd'hui. Il y aura une bonne dose de soleil sur les restes de cette structure, si on veut. Donc, Toronto, Windsor, quand même une belle journée, 18, 20 degrés, 21 à Windsor, une quinzaine à Ottawa avec un degré d'ensoleillement assez agréable. Beau temps vers Sudbury aussi. Il y a que la portion nord de l'Ontario où là, on aura des averses et quelques orages avec des températures près de la dizaine de degrés. Dans l'ouest, c'est un petit peu plus actif, je dirais. Vancouver, ça va. 14 à 17 sous le soleil, mais on a un système assez vaste là, qui va traîner jusqu'au week-end dans les prairies et ça va affecter plus, je dirais, intensément les régions du nord. Nord de la Saskatchewan et du Manitoba.
30 à 50 cm de neige Oh là possible là. jusqu'à samedi. Bon, plus on descend vers le sud, moins les quantités sont importantes. On a un mélange de pluie, de neige, secteur Edmonton, Calgary aujourd'hui, mais très venteux avec ça. Des températures en baisse. On est près de zéro, légèrement en dessous. Il y aura de la poudrerie par endroits. Ça touche pas le sud du Manitoba. 22 degrés aujourd'hui sous un ciel variable, mais cependant, il y aura des orages ce soir. Et la grande question, est-ce que ce système qui affecte les prairies s'en viendra nous je dirais, embêté du côté du Québec? Ouais. Pas du tout. Ça glisse vers le sud. Parfait. Alors, la réponse est non. La réponse est non. officiellement. C'est bon, excellent. Excellente Bonne réponse. journée. Merci, C'est celle-là qu'il Véronique. fallait se dire. Oui, c'est ça. Olivier, au sport, les Oilers d'Edmonton, ça n'a pas été très bien hier face aux Ducks d'Anaheim. De la série maintenant égale 1-1 en raison de cette défaite hier des Oilers. Oui, c'était un match compliqué. En fait, c'est les jeunes Ducks qui ont marqué beaucoup. 10 buts dans le match d'hier, quand même, dans une victoire de 6-4 des Ducks face aux Oilers. La série est à égalité 1-1 de ce côté. On se transportera chez les Ducks pour le match numéro 3, donc en Californie, vendredi. Fait intéressant, Connor McDavid a été blanchi de la feuille de pointage pour un deuxième match consécutif. Autre fait pour ce qui est des Oilers, Leon Draisaitl de trouver le fond du filet. Il avait distribué 2 passes lors du premier match. Hier, a réussi à marquer dans la rencontre malgré la défaite. Donc oui, peut-être un peu de déception. Ça a été un match très ouvert, encore une fois. On sait que l'aspect défensif du jeu des Oilers, c'est peut-être pas leur spécialité. Mais ceci dit, il faudra trouver un moyen pour freiner la fougue. Il faut le dire, là, des Ducks d'Anaheim qui présentent un très grand nombre de joueurs qui en sont à leur première séries éliminatoires. Cutter Gauthier, entre autres, qui a marqué hier 2 fois. Plusieurs là, se sont illustrés. Il y a aussi Ryan Poehling, un ancien du Canadien de Montréal, qui a marqué 2 buts. Alex Killorn, 1 but, 2 passes hier dans la victoire des Ducks d'Anaheim. Donc, il faudra simplement peut-être nettoyer tout ça pour se permettre peut-être de reprendre l'avantage dans le cas des Oilers qui avaient remporté le premier match. Sinon, dans la soirée d'hier, on se parlait des Pingouins hier. On se demandait s'il y avait encore un pouls. Est-ce que le Pingouin de Pittsburgh allait réagir? Mais le Pingouin de Pittsburgh est en danger parce qu'il tire de l'arrière 0-3 face aux dangereux Flyers qui, hier, ils sont allés aussi de certains coups d'épaule. Nous, on avait goûté à ça la veille avec le Canadien de Montréal et le Lightning de Tampa Bay. Ça s'est reproduit hier à Philadelphie ou encore de longs moments où on devait dépatouiller le nombre de pénalités qu'on donnait. À un certain moment, on a vu 6 joueurs des Pingouins de Pittsburgh au banc des pénalités, 5 de l'autre. Ouais, c'est difficile à contenir là. En séries éliminatoires. On sent que les émotions sont à fleur de peau. Donc, victoire des Flyers 5-2 et qui menace donc de balayer les Pingouins de Pittsburgh qui sont méconnaissables dans cette série. Et puis hier, en deuxième période de prolongation, les Stars de Dallas ont vaincu le Wild du Minnesota. Donc, après avoir été, je pourrais dire, humiliés lors du premier match par le Wild du Minnesota, bien là, les Stars ont repris les commandes de cette série, eux qui mènent cette série 2-1. Et puis ce soir, ce sera le match numéro 3 aussi des Sénateurs d'Ottawa. Ils sont de retour à la maison. Match à 19h30 ce soir. Eux qui ont perdu leurs 2 premiers matchs contre les Hurricanes de la Caroline. Brady Tkachuk, le capitaine de l'équipe, avait dit qu'il croyait que cette série sera longue. Bien, pour qu'elle soit longue, il faudra une réaction très rapide des Sénateurs. Ils sont de retour à la maison et donc devront peut-être en imposer un peu face aux Hurricanes. Quoique ça a été une très, très belle série, il faut le dire. Chaque match aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. Mais là, ce soir, il faudra aller chercher la victoire. Elle est importante pour les Sénateurs s'ils veulent continuer rester en vie, mais même peut-être un peu mettre de pression sur les Hurricanes qui ont terminé en tête de la conférence de l'Est. Parce qu'à 0-3, ça devient quand même pas mal difficile de remonter. Ça s'est vu, ça s'est fait. Oui. Mais c'est plus difficile. Exactement. Merci beaucoup, Olivier. Un plaisir. Bonne journée. Au revoir. À la une des différents quotidiens de ce matin, puis on va commencer par le Globe and Mail. C'est un sujet sur lequel on va revenir avec ma collègue Catherine dans les prochaines minutes. C'est le Canada, titre le Globe and Mail, qui ne laissera pas les États-Unis dicter les conditions de la révision de l'accord commercial. C'est ce qu'a affirmé hier Mark Carney, qui a été questionné effectivement sur le fait que les États-Unis demandent un prix d'entrée, demandent des concessions au Canada pour commencer ces discussions sur le renouvellement de l'accord Canada, États-Unis et Mexique. On sait qu'il y a des discussions en cours avec le Mexique. C'était pas mal au point mort
accord avec le Canada. On a donc des éléments de réponse maintenant. Le premier ministre qui a rejeté l'idée que l'administration Trump puisse fixer des conditions de négociation commerciale. La date officielle de révision de la CEUM, c'est le 1er juillet prochain, mais les responsables canadiens et américains ont indiqué qu'ils s'attendent à ce que les négociations se poursuivent au-delà de cette date. On va y revenir dans les prochaines minutes. En une de la presse de ce matin, du rêve canadien au cauchemar, c'est l'Institut Écart. C'est un établissement, un institut d'enseignement à Montréal qui attire des centaines d'étudiants étrangers chaque année, mais ces pratiques ont vite accablé plusieurs, psychologiquement et financièrement, nous apprend la presse. Il semble qu'il y ait pas mal de lacunes. On dit essentiellement que c'est un collège privé subventionné par l'État, que ces pratiques ont déclenché, donc ont miné psychologiquement et financièrement, désenchanté plusieurs de ces étudiants également, au point où le ministère de l'Éducation du Québec mène une enquête. Différents témoignages dans l'article de Caroline Touzin de l'équipe d'enquête de la presse de ce matin. On apprend par exemple que certains examens n'avaient pas été corrigés et que des étudiants ont reçu une note de 0 ou un échec. Or, c'est que l'examen n'avait pas été corrigé. Lorsqu'on a fait pression pour faire corriger l'examen en question, finalement, l'élève en question, l'étudiant, avait réussi. C'est un collège qui attire beaucoup d'étudiants étrangers. Une manne, donc, financière, mais en tout cas, il y a des pratiques qui semblent être douteuses. Il y a une enquête du ministère de l'Éducation sur l'Institut Écart. Les détails, les témoignages, c'est à lire dans la presse de ce matin. En une du Journal de Montréal et du Journal de Québec, on voit la mairesse de Montréal et la première ministre du Québec. Les deux portent un chandail du Canadien de Montréal. Porteront-elles chance aux Canadiens? Titre le journal, qui se penche également sur l'état de nos routes qui cause pas mal de dégâts pour les automobilistes. En fait, on apprend qu'il y a un nombre record d'automobilistes qui ont réclamé de l'argent au ministère des Transports après avoir endommagé leur véhicule en roulant dans un nid de poule. En 2025, nous dit le journal, le ministère des Transports avait reçu 1377 réclamations. C'était un sommet depuis 2021. Et jusqu'ici, donc pour les 3 premiers mois de l'année, il y a près de 700 réclamations. Donc on risque d'atteindre un record là aussi. Et ça, c'est pour les 31 000 kilomètres de routes qui sont gérés par le gouvernement du Québec. Mais bonne chance pour être dédommagés, rappelle le journal. Il y a eu des demandes qui ont atteint 2,2 millions de dollars de fait par des automobilistes depuis le début de 2025, mais il y en a seulement 5 % de ces réclamations qui ont été acceptées par le ministère des Transports. Vous aurez les détails dans le Journal de Montréal et dans le Journal de Québec de ce matin. En une du Devoir, 10 jours pour sceller la création de la Banque de la Défense du Canada. Il y a des pourparlers confidentiels, nous apprend le Devoir, qui se tiennent à Montréal depuis mardi pour achever la création d'une banque multinationale, une banque de la défense, de la sécurité et des résiliences, une nouvelle institution financière multinationale dont Montréal espère abriter le siège social, qui aura pour objectif de faciliter le financement des PME du secteur de la défense au sein des États membres et alliés donc de l'OTAN. Première série de discussions qui ont lieu à Montréal. Il semble qu'il y a le Canada et le Luxembourg qui veulent attirer le siège de cette banque. À Montréal, on parle des villes de Vancouver, Toronto, Ottawa et Montréal qui sont sur la liste. Donc, vous pourrez lire ça dans le Devoir de ce matin. En une du site de Radio-Canada, une invitation in English only de l'ambassade canadienne à Washington. Il y a une invitation du nouvel ambassadeur du Canada aux États-Unis qui fait grincer des dents des députés fédéraux québécois. Pour souligner son arrivée en poste, Mark Wiseman organise une réception à Washington le 12 mai prochain. Pour l'occasion, il y a une invitation qui a été envoyée aux députés qui siègent au Comité des affaires étrangères, mais en anglais seulement. Ça fait dire aux députés du Bloc québécois du Lac-Saint-Jean, qu'il y a une méconnaissance, même un désintérêt évident de la part de M. Wiseman pour le Québec d'inviter les députés fédéraux en anglais seulement. Article de Valérie Gamache en une du site de Radio-Canada ce matin. Hier, on vous parlait de Radio-Canada qui dévoilait effectivement que les États-Unis demandent au Canada de faire des concessions pour pouvoir commencer à discuter de la révision de l'accord Canada-États-Unis-Mexique, important accord commercial, évidemment. Ottawa qui a rejeté la demande de Washington, donc à cet égard. Donc, Catherine Dib est avec nous en studio pour nous parler de ça. Bonjour, Catherine. Donc, oui, le gouvernement est clair, pas de concessions pour commencer à discuter ou à renouveler la CEUM. Voilà, le premier ministre Mark Carney est clair, là, il a dit
dit que les demandes de l'administration Trump, avant même la tenue de la négociation, font partie du jeu américain. Parmi les nombreuses doléances des États-Unis, ils souhaitent que le Canada augmente les quotas d'importation américaine du secteur laitier canadien et en fait qu'il revoie ses politiques numériques. Hier soir, le ministre responsable du commerce Canada-États-Unis, Dominique Leblanc, est revenu sur le sujet et a réitéré qu'Ottawa n'offrira pas de concessions aux États-Unis avant de commencer les discussions. Ils nous ont demandé l'été passé d'enlever la taxe numérique. On l'a fait. Ils ont demandé d'autres choses. Ça fait partie d'une conversation, mais à un moment donné, nous autres, on n'est pas prêts à céder quelque chose sans avoir en échange une entente qui nous met dans une meilleure situation économique que nous nous trouvons aujourd'hui. Son collègue aux finances, François-Philippe Champagne, a martelé un peu plus tôt dans la même journée qu'Ottawa va demeurer très ferme à la table des négociations pour défendre les intérêts du Canada. Écoutez, il y a ce qui se dit dans les médias, puis il y a ce qui se dit dans les réunions. Moi, je peux vous dire, j'ai une bonne relation. J'étais avec le secrétaire pendant 1 heure à Washington. Il manque pas de nouvelles concessions. On parle de dire qu'il faut que ce soit un accord qui soit dans l'avantage des deux pays. Je pense qu'on comprend les positions respectives des États-Unis comme celles du Canada. Mais je vous dirais que regardez un peu même ce qu'ils ont publié après notre rencontre. C'est très positif en disant on veut travailler avec le Canada. C'est le secrétaire au Trésor qui l'a émis. D'ailleurs, précisons que le Canada a déjà par 2 fois offert des concessions à l'administration américaine sans rien obtenir en retour au cours de la dernière année. Et puis, les États-Unis ont donné des détails sur leurs attentes quant à l'alcool américain vendu au Canada. Le secrétaire au commerce américain, Howard Lutnick, témoignait devant un comité du Sénat et il a précisé qu'il considère que c'est un scandale que le Canada refuse de remettre les spiritueux américains en rayon et qualifie cette décision d'insultante et d'irrespectueuse envers l'Amérique. Et en fait, le premier ministre ontarien, Doug Ford, a répondu à cette demande en soulignant qu'il ne permettra pas le retour de l'alcool américain jusqu'à ce que les tarifs imposés par Donald Trump ne soient levés. Donc, pas de concession, Catherine, ça, on l'a bien compris. Sur quoi le Canada peut miser alors? En fait, selon l'ex-premier ministre du Québec et membre du comité consultatif sur les relations économiques Canada-États-Unis, Jean Charest, il y a certains facteurs qui devraient accentuer la pression sur Washington et faire avancer les négociations, penchant peut-être ces rencontres à la faveur du Canada. Du côté canadien, on veut quoi, nous? Les tarifs sur l'acier, l'aluminium, bois d'œuvre, voitures, sur les produits du cuivre, sur certains produits finis de cuisine ou de meubles rembourrés, il y a des tarifs qui nous nuisent. Alors, il faudrait qu'ils bougent là-dessus. Mais en même temps, le contexte évolue. Il y a eu le jugement de la Cour suprême au mois de janvier qui affaiblit la position du gouvernement Trump. Il y a les élections de mi-mandat qui auront lieu au mois de novembre également. On s'attend à ce qu'il y ait des changements au Congrès américain. Les pays ont jusqu'au 1er juillet pour réviser leur accord de libre-échange en vue des 16 prochaines années. Ils peuvent aussi s'entendre pour repousser la date butoir de la révision. Bref, le temps est compté. Merci beaucoup, Catherine. Je vous en prie. Bonne journée. Mon nom est Benjamin Gratton, j'ai 22 ans et je suis une personne autiste. Je souhaite un jour avoir mon propre logement pour avoir une vie épanouissante. Tu vas être 30 jours au total en appartement. Benjamin Gratton, comme tout le monde, on l'a entendu dans l'extrait, c'est une série documentaire, donc authentique et touchante. Absolument, parce que c'est le fils de Patricia Paquin et de Mathieu Gratton. C'est aussi Siméon dans Stats, si vous suivez la série télé. Avec la complicité de ses parents, on va faire le test. Pendant 30 jours, il va aller en appartement avec tous les défis que ça comporte, bien sûr, c'est-à-dire s'organiser, communiquer, interagir socialement. Et on dit que c'est une série documentaire, mais Mathieu, c'est plus un docu-réalité. Parce qu'avec son accord, on va cacher des caméras dans son appartement pour voir comment il se débrouille. Le lavage, le ménage, se faire à manger. Et il y a même des comédiens engagés, comme notamment François Chénier, qui va se faire passer pour un vendeur d'aspirateurs pour voir qui décollera plus de son appartement parce qu'il fait du porte-à-porte, voir un peu comment il réagit dans ces situations-là. Est-ce qu'il y a des enjeux de sécurité? Et ce moment-là est assez troublant, je vous dirais, parce qu'on constate bien sûr que Benjamin Gratton
est un cœur pur, sans malice. Alors, je dirais que on vient aussi bonifier cette série documentaire-là avec des experts pour essayer de comprendre un peu, sa réalité. Est-il capable de mettre ses limites et comment peut-il s'organiser davantage? Alors, je vous le dis, c'est vraiment très, très bien fait. C'est très touchant et c'est surtout utile. Utile pour des parents qui vivent ce genre de situation-là, mais même pour des parents dont les enfants quittent le nid. Parfois, on peut voir les défis que ça comporte, peu importe, évidemment, si vous êtes dans une neurotypique ou non. Alors voilà, moi, j'ai vu 2 épisodes. J'ai hâte de voir la suite. Ça sort aujourd'hui. C'est sur l'extra de Tout TV dans la section Véro. Benjamin Gratton, comme tout le monde. Fumer sur scène, c'est permis et c'est une décision de la Cour d'appel. Oui, exactement. C'est une victoire pour 3 théâtres de Québec qui les opposaient au gouvernement du Québec. On dit que c'est une forme d'expression artistique. Et là, il faut remonter à loin, au moins une dizaine d'années. C'est l'aborder le Trident et Premier Acte qui avaient reçu des amendes parce qu'ils avaient permis à leurs comédiens de fumer sur scène. Et ça contrevenait à la loi sur le tabagisme, qu'on dit que, sans exception, on ne peut pas fumer dans des lieux publics fermés. Et un juge de première instance, là, on est rendu en 2021, avait dit effectivement, on va appliquer la loi. Fumer n'est pas un acte d'expression artistique. Mais là, 3 ans plus tard, il y a un jugement de la Cour supérieure qui avait renversé la décision. Et le procureur général du Québec avait porté le dossier en appel. Donc, ce qui nous mène à, finalement, hier, la Cour d'appel a tranché, a dit que fumer, en fait, c'est une expression artistique quand c'est sur scène, bien sûr, que ça peut faire partie intégrante d'une œuvre, donc c'est un incontournable, puis que ça peut pas être imité de manière crédible parce que, on va perdre l'adhésion du spectateur. Alors, bien sûr, les 3 théâtres se disent soulagés parce que, évidemment, c'est une victoire pour la liberté d'expression. Toute une saga judiciaire, cette histoire-là. On en parlait au début de l'émission, là, cette histoire de bloc de glace pour dévoiler le lancement du prochain album du rappeur Drake. Ça a un peu dérapé, finalement, à Toronto, exactement. tout ça. Oui, parce que les pompiers ont dû intervenir, ont arrosé pour accélérer la fonte. Les critiques, évidemment... En plein jour de la Terre, hier. C'est assez terrible. Gaspillage d'eau. Gaspillage d'eau, de fonds publics. Est-ce que c'est Drake qui va... payer. Va-t-on lui refiler la facture? Mais la mairesse de Toronto, Olivia Chow, a dit non. C'est un bon ambassadeur de la ville. On a juste été surpris. Alors, donc voilà. Mais il a quand même envoyé une équipe de nettoyage privée en fin de journée hier. Et en terminant, petite mention, vous pouvez bien rigoler. Raphaël Payaré, son contrat avec l'OSM est renouvelé pour 5 ans. Donc, il sera à la tête de l'OSM jusqu'en 2032. Et je reste dans la musique classique. Aujourd'hui marque le 25e anniversaire de la sortie de l'album du disque Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain. Et cette fabuleuse pièce de Yann Tiersen, effectivement. On va se laisser là-dessus. On vous souhaite une belle journée. Salut. Extrait donc de cette bande sonore du film Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain. Des discussions, Marie-Michel Borduas, bonjour, qui est avec nous maintenant au studio. Des discussions, ce qu'on va surveiller aujourd'hui, qui sont attendues, donc finalement à Washington entre les ambassadeurs d'Israël et du Liban plus tard aujourd'hui. Et le président libanais a déjà fait savoir que son ambassadrice va demander une prolongation du cessez-le-feu avec l'État hébreu qui est en vigueur depuis le 17 avril, donc prolongation demandée d'1 mois. Suspension aussi des démolitions dans le sud du Liban. Israël, de son côté, dit ne pas avoir de désaccord sérieux avec le Liban. Nos envoyés spéciaux, Raphaël Bouvier-Auclair en Israël et Rania Massoud au Liban, vont nous en dire davantage. Également, Cuba qui affronte ce que plusieurs considèrent comme la pire crise humanitaire de son histoire. Embargo énergétique imposé par les États-Unis qui fait grimper les prix en plus de paralyser aussi une partie de l'économie. Pendant ce temps-là, l'aide extérieure, elle arrive au compte-gouttes. Notre envoyé spécial Yannick Dumont-Baron l'a constaté à La Havane. Reportage, entre autres, dans nos radiojournaux. On va surveiller ça, en effet. Merci beaucoup, Marie-Michel. Bonne journée. Voilà pour cette édition d'À la Une. D'ailleurs, demain et lundi, c'est Marie-Michel qui sera avec vous pour À la Une. J'irai remplacer mon collègue Alec Castonguay. Donc, je vais vous retrouver à ce micro à partir de mardi prochain. Le temps de vous souhaiter une belle journée. Vos équipes du matin prennent le relais dans les prochaines secondes. Au revoir. L'ex-chef d'antenne Sophie Thibault et Marie-Ève Richard, 2 survivantes du cancer de la peau, réveillent les consciences face aux dangers bien réels de l'exposition solaire. La face cachée du soleil, à regarder maintenant sur ICITOUP.tv.